Chers téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Bonjour Philippe, une émission qui est presque la dernière. Il y en a encore l'avant-dernière de cette saison. Et justement, à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la géopolitique et un peu ce qui se passe dans le monde. C'est bien de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le monde. Vous vous intéressez aussi à ce qui se passe en France aussi. Mais il s'agit de Jean-Michel Vernochet. Voilà, Jean-Michel Vernochet qui est connu. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Michel. À tous. Bonjour. Et qui est connu des téléspectateurs. En fait, vous avez déjà fait plusieurs émissions ici régulièrement. Quelques-unes à l'occasion de la sortie de vos livres. Vous avez sorti combien de livres, Jean-Michel? Une quinzaine de livres. Au moins. Et donc, là, vous avez sorti récemment, et vous allez ressortir un autre, d'ailleurs, je crois, deux livres qui s'intéressent à deux conflits récents et actuels même, le conflit syrien et le conflit en Ukraine, c'est ça? Alors, ce sont des rééditions. Des rééditions, oui, mais qui sont toujours d'actualité. Mais elles sont toujours d'actualité. Sur les éditions de Alpha, aux éditions de Alpha, d'ailleurs. Des rééditions réactualisées, pour l'Ukraine, en tout cas. L'Ukraine, oui, il y a une préface d'un éminent militaire qui fait une quarantaine de pages, pour vous dire. C'est pas rien. C'est un préfacier qui simplifie la tâche de l'écrivain, parce que s'il écrit déjà 40 pages... Oui, mais il y en a 300 au total. Vous êtes toujours intéressé aux problèmes internationaux, puisque moi, je vous ai connu... Alors, attendez, on va peut-être présenter à nos amis... excusez-moi, Philippe, de vous interrompre. On va peut-être présenter en quelques mots à nos amis Jean-Michel Vernochet. Donc, vous êtes écrivain, vous avez travaillé longtemps pour la francophonie, je crois. Oui. Alors, il faut dire qu'on est... Bon, je vais être tout à fait sincère, on est de vieux complices. Parce que, juste avant, on se remémorait, il y a 30 ans, sur une radio, on faisait des émissions ensemble. Et c'est en 1989-1990, sur Radio Courtoisie. Des émissions qui avaient un certain succès. C'est le vendredi soir, et on a fait un certain nombre d'émissions ensemble, je m'en souviens très très bien. Mais je m'appelais Denis Rousselot à ce moment-là. Parce que j'ai trahi un secret. Non, c'est sur Wikipédia. Oui. Comme j'étais fonctionnaire, en tout cas assimilé fonctionnaire, et j'étais dans les services du Premier ministre, j'étais obligé, devoir de réserve aidant, de prendre un pseudonyme. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai, je m'en souviens. Et on faisait donc j'ai participé à plusieurs de vos émissions. C'est tous les vendredis soirs sur Radio Courtoisie. C'était une grande époque. Et c'était des bons souvenirs. Ce sont des bons souvenirs. Alors aujourd'hui, on a encore plus le plaisir de vous recevoir pour cette émission Synthèse. Oui, mais dans une conjoncture quand même. Un peu différente à l'époque. Un peu disloquée. Le mur de Berlin venait de tomber à l'époque, donc il s'est passé beaucoup de choses. Très incertaine. Bah oui, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Alors vous êtes aussi, vous avez fait des chroniques dans le Figaro, je crois. Des reportages dans le Figaro Magazine. Figaro Magazine, oui. Et puis vous avez édité un certain nombre de livres, dont quelques-uns aux éditions de Alpha, et donc prochainement la réédition de ce livre sur le conflit ukrainien. Voilà. Enfin, la nouvelle édition. La nouvelle édition. Sur l'Ukraine. Alors, c'est un sujet qui n'est pas mort, loin de là. Non, qui n'est pas mort. Alors, la Syrie, puisque c'est le livre qui est là. Dites-nous où en est un peu ce conflit. Bachar el-Assad, lui, c'est un revenant, parce que lui, tout le monde le donnait mort, moi le premier d'ailleurs, en 2015, quand la guerre... il a été sauvé par Poutine. Oui, mais il est toujours là, il vient d'être réélu. Oui, alors on va dire que ce ne sont que des petites élections, des simulacres d'élections, puisqu'il n'y a qu'un grand tiers du pays qui a pu voter, l'autre est... il n'y a pas qu'en Syrie. Il n'y a pas qu'en Syrie. Il n'y a pas qu'en Syrie. Retour à l'actualité locale. Il y a moins d'abstention en Syrie qu'en France, quoi. Et tout simplement parce que le nord de la Syrie est occupé par la Turquie, l'Est est occupé par les États-Unis, et par les supplétifs kurdes des États-Unis. On n'en sort pas. Toujours est-il que le régime tient. Et comment on explique encore maintenant que la guerre civile est quasiment terminée là-bas, les Al-Qaïda, puisque en fait ils se battaient contre Al-Qaïda, c'était en Syrie, si je comprends bien, c'était plutôt Al-Qaïda que Daesh. Alors, on peut distinguer deux choses. Al-Qaïda, c'était une stratégie. Et Daesh a supplanté, mais il y avait des mouvements d'opposition, des insurgents, comme diraient les Américains, qui étaient inféodés à Al-Qaïda. En fait, ce sont des tendances, on va dire des tendances et des mouvements qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont en conflit, n'ont pas la même stratégie. Daesh
c'est la constitution d'un émirat islamique, et Al-Qaïda, au contraire, c'était Ben Laden, c'était la diffusion du djihad. Bon, on ne va pas entrer peut-être dans les arcanes du wahhabisme militant, radical et pas fondamentaliste pour autant. Je vous renvoie à mon livre, le livre qui s'intitule Les Égarés, qui était aux éditions Sigest, qui est un livre assez important, qui explique au fond quelle est l'idéologie de ces gens. Alors c'est vrai que ceux qui font un distinguo entre l'islam normal, si tant est qu'il y a un islam normal, avec les 4 grandes écoles jurisprudentielles, et puis le wahhabisme, n'ont pas entièrement tort, puisque je décris le wahhabisme, mais je ne suis pas le seul, comme un schisme, comme une hérésie schismatique, qui en fait est une hérésie au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est une négation même de l'islam. Mais plus l'idéologie est simple et plus elle est fanatisable, si je puis dire, et plus elle est dangereuse. Alors, vous avez, Philippe, vous avez utilisé le terme de guerre civile que je récuserais pour ma part. La Syrie, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre mondiale. Ça ressemble, on peut faire la comparaison, on pourra revenir un jour ou l'autre sur ce point, avec la guerre civile, dite civile espagnole, mais qui était une guerre aussi tout à fait internationale, celle qui a servi de préambule au second conflit mondial. Pensez que dans les rangs de Daesh, il y avait plus de 100 nationalités. Pas mal de Français, une part très importante de Tunisiens, mais les cadres dirigeants étaient des Ouïghours, venant du Xinjiang chinois. Ouais, il faut savoir ça, bien avoir conscience de ces choses. Et au départ, nous avons, comme d'habitude, comme on l'a fait en Libye, joué aux apprentis sorciers. Quand je dis nous, c'est les supplétifs de l'OTAN, le Royaume-Uni, la France, moins l'Allemagne, mais surtout le Royaume-Uni et la France. Nous avons formé, entraîné, soutenu, armé indirectement via le Qatar ou l'Arabie Saoudite ces bandes armées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler à proprement dit de guerre civile. En tout cas, on pourrait dire que c'est une guerre ethnique et religieuse. Bachar el-Assad appartient à une minorité, les Alaouites, qui sont un peu à mi-chemin entre les chrétiens et les chiites. On dit, pour simplifier les choses, on dit chiites. C'est d'ailleurs étrange quand on arrive dans le pays alaouite, du côté de Latakia, tout d'un coup, les mosquées... Le nord de la Syrie... c'est au sud. C'est sur le bord de la Méditerranée, mais c'est en remontant vers la Turquie, vers le golfe, le fameux golfe d'Alexandrette. Et donc, tout d'un coup, tous les minarets disparaissent. C'est très surprenant, ce paysage qui se modifie. Derrière les Alaouites, même il y a les chrétiens, même les chrétiens dans leur diversité, même si les chrétiens n'ont pas toujours été bien traités par le régime alaouite. Il y a aussi les Druzes, il y a les Ismaéliens, ceux qui sont dirigés par l'Aga Khan. C'est les descendants du vieux de la montagne, c'est-à-dire de la secte des assassins. Mais il y a les Ismaéliens, qui sont des gens qui comptent aussi. Donc il y a toutes les minorités qui sont là et qui savent très bien que si le sunnisme militant l'avait emporté, tout le monde aurait été foutu à la porte. Et puis alors là, les massacres, il y en aurait eu véritablement, et pas pour rire. Ça se serait terminé dans un bain de sang. Bachar el-Assad s'est retrouvé le dos au mur et le dos à la mer. Et à protéger toutes ces minorités. À protéger, à faire front. Ajoutons aussi une chose, c'est que l'armée régulière, l'armée arabe syrienne, est en majeure partie composée par des sunnites. Donc tous les sunnites ne se sont pas radicalisés, ne sont pas passés de l'autre bord. Ben oui, il reste quand même des sunnites dans ce pays. Ils ont compris où était leur intérêt. Partout où on passe, si vous allez en Libye aujourd'hui, après le passage dévastateur des Anglais, des Italiens et des Français, on dit tout le monde regrette Kadhafi. Et si vous allez en Irak, alors à part les chiites qui n'aimaient vraiment pas, ils sont 60 à 70%, mais les autres, tout le monde regrette Saddam Hussein. C'était mieux du temps de Saddam Hussein.
Hussein. Mais partout... Même s'il y avait un ordre avec lui. Pardon, il y avait un État, il y avait un ordre. Écoutez, une femme pouvait se promener seule dans la rue à minuit à Bagdad, personne ne songeait à la belle époque, avant de... 1990. Avant 2015. Hein. Parce qu'après, les choses se sont aussi dégradées. Enfin, ça, il y a eu des... Vous savez, il y a un mouvement de l'histoire qui est un mouvement sinusoïdal. Ouais. Ça va, ça vient. Ouais. Et la sécurité, il n'y avait même pas de policiers dans les rues. La sécurité régnait partout. On pouvait entrer et sortir du pays. Avant la guerre de 91, on nous a raconté énormément d'histoires. J'ai vu les soldats américains étaient persuadés qu'ils venaient libérer la femme irakienne. Alors que les femmes étaient pas totalement libres. Les chiites portaient leur voile noir, je dis bien les chiites, mais les autres, il y avait des ministères entiers tenus par des femmes. Les femmes étaient institutrices. La laïcité n'était pas un même mot là-bas. Alors, c'est pas pour faire l'apologie. Le régime de Saddam Hussein était à la base un régime laïque. Un régime laïque. Alors, c'était un régime despotique, mais tout le monde sait que en Orient, rien ne marche en dehors des régimes despotiques. Hein. Pas en Orient, d'ailleurs. Donc, les braves djihadistes américains, qui à mes yeux ont été les grands cocus, ont cru qu'ils apportaient la démocratie. Ils ont apporté le chaos. Mais le chaos qui avait été programmé, qui avait été idéologisé, théorisé par un certain nombre de grands penseurs du projet pour le nouveau siècle américain, et qui parlait, il s'était appuyé sur les théories de l'économie Schumpeter, de la destruction créatrice, mais c'était en économie, eux, ils ont pensé que pour faire du neuf, il fallait tout casser. Mais alors, j'en viens à ma question. En fait, on a dérivé, mais ma question aujourd'hui, donc vous avez expliqué que la Syrie était encore occupée à plein d'endroits, qu'avec le tiers de la Syrie qui avait pu voter pour ces dernières élections. Comment on justifie l'occupation encore de territoires entiers D'abord, est-ce que Bachar est content d'avoir ses troupes ennemies sur son sol, ça le protège, ou au contraire, il voudrait bien récupérer... il voudrait s'en débarrasser, oui, à telle enseigne qu'il ne se passe pas de semaine qu'il n'y ait de bombardements, de tirs de missiles, ou d'avions qui interviennent, qui survolent même le ciel de Damas, des avions notamment israéliens, mais américains. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu des bombardements américains par drone, et qui ont touché... Alors, on dit que ce sont des bases ou des points d'appui iraniens, certes, et dans l'est de l'Irak. Mais l'Amérique est toujours en guerre. La preuve, c'est qu'on bombarde. Mais il ne veut pas être de l'Irak, c'est plus la Syrie. Oui, non, mais de la Syrie. C'était des points d'appui des positions irakiennes en Syrie, en Irak et en Syrie, et soi-disant, ou prétendument, ou peut-être, sans doute, il n'y a pas de raison, qui étaient des positions iraniennes. Voilà. Ouais. Ça, c'est un petit peu un imbroglio. Tout le monde est là, tout le monde... Et c'est en même temps assez simple. Si on ramène pourtant, l'Orient est compliqué, souvent. Allons-y avec des idées simples, avait dit De Gaulle, en se dirigeant vers Beyrouth, si je me souviens bien. Et non, si on fait vraiment de la géopolitique en prenant un peu d'altitude, on s'aperçoit que les choses sont simples. Les Américains nous disent qu'ils quittent l'Afghanistan, mais en fait, on s'aperçoit que les Anglais vont garder des forces spéciales, les Américains aussi. On dit le tout et le contraire de tout en politique et plus encore en géopolitique. C'est un extraordinaire jeu de poker menteur, mais c'est aussi un jeu de go. Et puisque on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, les 2 fronts sont liés. Le front, à mes yeux, et je l'ai dit depuis le départ, que le front syrien et le front ukrainien étaient les 2 aspects, les 2 faces, les 2 visages d'un même front de guerre. Déjà, a priori, l'ennemi commun dans les 2 cas, c'est toujours la volonté des mondialistes et de leurs valets locaux. Alors, les mondialistes... des adeptes du mondialisme, en tout cas. Les adeptes du mondialisme, on peut peut-être traduire ça par... j'appelle ça aussi, de temps en temps, les cryptachés. En tout cas, l'état profond, qu'il soit américain, européen...
mais je vois surtout les Européens comme des supplétifs. Oui. J'ai appelé ça des supplétifs, des gens qui se mettent dans le sillage de l'Amérique. Mais ils ont de grandes stratégies. Alors, on parle de l'Amérique. Pardon. On parle de. On a le temps, monsieur. On a le temps. Non, juste une petite question. On parle de l'Amérique. Est-ce que quelle est pendant la période Trump? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'attitude de l'Amérique? Est-ce qu'il y a eu un changement? Très net. Ouais. Quelle était l'attitude? Trump a perdu 1 an parce qu'on lui avait collé au basque des accusations qui se sont révélées être totalement erronées, mensongères, fallacieuses, de collusion avec la Russie. Trump, de toute évidence, voulait non seulement retirer les GIs, les boys, boys c'est les Anglais qui disent, les GIs des différents théâtres d'opération, mais il voulait aussi, sans se rabibocher avec la Russie, normaliser, calmer le jeu. Alors que c'est le fait qu'il ait été évincé à l'arrivée, c'est maintenant on assiste absolument au contraire. Au contraire. Donc c'est-à-dire que les Américains ont la volonté quand même de rester toujours présents dans ces régions. Alors. L'État profond, c'est une multitude de choses. Ce ne sont pas que des acteurs économiques et financiers, ça peut être aussi des acteurs idéologiques. Ce sont également des stratèges. Ce sont des gens qui aiment le Kriegspiel. Les Kriegspiel, les jeux de la guerre, et qui déplacent leurs pions, comme l'avait bien décrit Monsieur Brzezinski, Feu Brzezinski, dans Le Grand Échiquier. Il en avait ressorti une nouvelle mouture en 2002, ça date de 97. Et il décrivait le rôle que devait jouer l'Europe, et tout est dit dans le Great Chessboard, le rôle face à la Russie que doit jouer l'Europe orientale, l'Europe de l'Est, et les stratégies d'encerclement et de contention du bloc continental, le bloc continental étant la Russie eurasiatique, et aujourd'hui, plus encore, la Chine qui apparaît comme le véritable, je ne dis pas ennemi à abattre, mais, puisque c'est un partenaire. On a deux boxeurs qui, pour ne pas se donner de coups, s'embrassent, là. Ils se donnent des coups vaguement dans le flanc, mais qui sont quand même, dès qu'ils peuvent se séparer, s'assassineront s'ils le peuvent. Et la Chine qui est la puissance, la superpuissance montante, qui n'est pas encore la superpuissance montante, malgré ses budgets militaires extraordinaires, malgré ses missions sur la Lune, sur Mars, enfin surtout sur la Lune. Parlez-nous, Jean-Michel, s'il vous plaît, revenons à la Syrie un petit peu. Ce qu'on appelle le régime syrien, toujours évidemment quand on entend les journalistes parler du régime syrien, c'est pire que s'ils avaient parlé de croque-mitaine. C'est le régime syrien. Quelle est son assise aujourd'hui? On sait que c'est un régime bassiste, enfin, il s'inspire du parti basse. Quelle est la puissance du parti basse, par exemple, aujourd'hui en Syrie? Par mon âme, par mon sang, je voterais, autrefois c'était Saddam, maintenant je vote Bachar. Ceci dit, le pays est extrêmement mal en point, parce que les blocus à long terme, l'Irak s'en était un peu sorti après 98, et le marché pétrole contre nourriture qui a fait grand bruit chez nous, sachant qu'on est fantastiquement mal informé de ce qui se passe là-bas, alors qu'on est à 4 heures de vol de Paris, 4 ou 5 heures. On ne sait rien. Merci la presse. Merci infiniment la presse, qui nous abrutit et nous désinforme autant qu'elle le peut. Goebbels, nous le disions tout à l'heure, mon cher Roland, c'était un enfant de cœur à côté de ce qu'on entend aujourd'hui. De ce que l'on vit et entend. Non, parce qu'il y a un embargo énergétique. La Syrie a des ressources pétrolières, gazières aussi sans doute, mais oui, pétrolières et gazières, mais c'est aux mains des Américains. De toute façon, ils n'ont plus de raffinerie. Donc, si même ils pouvaient disposer d'une part de ces ressources, ils ne pourraient pas les redistribuer. Sachons qu'il n'y a
pas d'électricité plus de quelques heures par jour. Que s'il y a une guerre civile qui advient, c'est maintenant qu'elle peut arriver, parce que les gens n'ont pas assez du régime, mais ils sont asphyxiés, littéralement. Il y a des pénuries alimentaires. C'est pas le régime qui les asphyxie, en fait. Mais c'est pas le régime. Oui, mais c'est toutes ces puissances qui occupent le pays. Qui occupent le pays, et même le sud du pays, avec des enclaves où Daesh est toujours à l'œuvre, en tout cas à Daesh ou ses épigones, et qui sont soutenus par Israël. Il faut bien le dire. C'est peut-être désagréable à entendre, mais c'est la réalité vraie. Et donc il y a une instabilité, il y a des zones qui n'ont jamais... Idlib, par exemple, n'a jamais été stabilisée. Il y a toujours une poche de l'État islamique à Idlib. J'étais à Alep et j'entendais le canon. Alors on me disait, c'est à 40 km, tu parles. C'était à 20 km, 15 km. Je suis arrivé dans un poste. On m'a dit, surtout, on ne parle pas. On a été reçu par le commandant militaire. On venait, la nuit dernière, il venait de perdre une quinzaine d'hommes. Il nous l'a dit tranquillement. Normalement, on n'était pas censé le savoir. Il dit, avec des gens avec qui on a passé des accords. Donc, vous voyez, la situation reste précaire. Je ne dis pas fragile, mais elle est précaire. Et donc, la peine est parvenue. Et est-ce que des gens qui avaient fui le régime, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons pour fuir la guerre civile là-bas, sont revenus maintenant Alors, je n'ai pas... Tous ces centaines de milliers, voire millions de Syriens qu'on a vus partout... Qui sont pour beaucoup, qui sont en Turquie. Ils sont toujours dans des camps, alors dans des camps, alors... Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que... Quelques-uns sont rentrés, mais ça reste marginal. Peut-être de l'ordre de quelques centaines de milliers. Mais il y a plus. D'abord parce que les jeunes gens se disent que si on rentre, on va leur demander de porter l'uniforme. Ne serait-ce que ça. Ils n'ont pas envie d'être dans l'armée. Sunnite contre sunnite, on ne va pas combattre des cousins. Ça l'affiche mal. Bien qu'il y ait eu quand même une politique à une époque... Bachar al-Assad a fait une amnistie quand même globale. Oui, alors, il y a eu une amnistie, il y a même des gens qui appartenaient à l'armée syrienne libre, donc des insurgés qui ont passé des accords, ils ont gardé leurs armes légères. On a vu d'ailleurs des convois quitter les fameuses poches, la Ghouta de la grande banlieue d'Hamassen, qui étaient dans des convois, ils gardaient leurs armes légères. Il y a des accords qui sont passés. J'ai moi-même vu une ville rebelle, aux portes même presque à l'intérieur de Damas, qui était tenue par des insurgés, mais qui avaient décidé d'arrêter les combats. Donc il y a eu une politique de réconciliation. Qui est sincère de part et d'autre. On ne cherche pas à se... les autres n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, mais d'un autre côté, apparemment, les accords ont fonctionné. À ma connaissance, ça fait déjà 2 ans au moins. Je ne suis pas revenu en Syrie, mais ça marchait à peu près. Encore que, à une certaine époque, on entendait dans la journée, on entendait le canon, et même il y avait une grande avenue qui était dans l'axe ouest-est. On entendait le canon. Il y avait parfois des missiles qui arrivaient en pleine ville. Et je suis allé souvent dans le quartier chrétien, à Bab Touma, c'est-à-dire la porte de Saint Thomas, puisque Saint Thomas, on le sait, joue un rôle très important dans l'histoire de la chrétienté, et notamment de Damas. Et il y a des moments, il y avait des tirs d'armes automatiques. Ça a été réglé depuis, mais donc Bab Touma, c'était Damas intramuros, oui.
et à la porte même de Damas. Alors il y avait les techniques de combat ont beaucoup évolué. On sait qu'il y avait des tunnels, il y avait des foreuses spéciales pour creuser parfois 10, 12 niveaux de tunnels différents, les combattants réapparaissant la nuit, ayant parfois des otages qu'ils mettaient dans des cages sur les toits pour empêcher les bombardements. Enfin, ça a été une guerre très dure, une guerre moderne, mais comme on n'en a pas idée d'ailleurs. Et alors, la Russie. La Russie, parce que il est de bon ton de dire oui, mais si Bachar tient toujours, c'est parce que Poutine c'est vrai. le tient. C'est vrai, très bien. Mais et pourquoi pas. Mais alors, racontez-nous un petit peu l'évolution de la situation, des relations, comment ça s'est tout ça s'est passé. Les Russes n'ont qu'une seule position, une seule facilité portuaire et même un port en eau profonde qui est le port de Tartous à côté de l'Atakie que je viens de citer. Et puis ils ont aussi une base aérienne assez importante. La présence russe, du point de vue de la grande géostratégie russe en Méditerranée, est essentielle face à la 6e flotte américaine. Donc, du point de vue, grâce à ce conflit, les Russes ont pu reprendre pied au Levant. Alors, je ne parle pas des enjeux énergétiques, des histoires d'oléoduc ou de gazoduc. Il y avait un grand projet qui était destiné à évacuer la production pétrolière de Kirkouk, qui est dans le nord, au Kurdistan et dans le nord de l'Irak, mais de court-circuiter tous les gazoducs Nord Stream, South Stream russes, et donc de mettre à mal l'économie russe. Puisqu'il faut voir derrière ces enjeux qui sont des enjeux financiers titanesques, il y a aussi des enjeux proprement géopolitiques. Et l'enjeu géopolitique, c'est l'encerclement de la Russie. L'encerclement, les anglo-saxons diraient containment. Moi, je préfère le mot de contention ou d'enfermement. Ça a toujours été l'obsession des Russes, de toute façon, d'être envahi et d'être isolé. Le complexe obsidional était aussi bien partagé du côté des États-Unis. Mais les Russes, effectivement, du temps du communisme, parlaient des guerres impérialistes. On était toujours au bord de la guerre. On est dans un univers qui était assez orwellien. Mais toujours est-il que maintenant, on a un rideau de fer, mais qui est renversé. Le rideau de fer, on est en train de l'installer. C'est pour ça que l'Ukraine est important. Oui, et on est en train de l'installer autour de la Russie. Et que la Russie essaye de desserrer les taux. Et qu'elle a raison. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin... Il y a une chose qui m'a toujours semblé curieuse, mais je dis, c'est en passant, c'est tout à fait incident. Quand, lors des grandes manœuvres navales russes de 2002 dans la mer, je crois que c'est 2002, dans la mer de Barents, quand le super sous-marin Kursk a coulé par 110 mètres de fond, il essayait à ce moment-là des torpilles à cavitation, et devant notamment des officiers supérieurs chinois. Et les torpilles à cavitation, c'est 2 torpilles à cavitation coulent un porte-avions. Ce sont des engins qui créent un vide sous l'eau et elles sont filoguidées, je pense d'ailleurs, parce que le filoguidage permet le silence. On ne sait pas que la torpille approche. Elle fonce à plus de 400 km/h. Vous imaginez une torpille, on pourrait penser 30 km/h, 40 km/h. Non, 400. Et on a dit que c'était l'explosion d'une torpille dans la soute qui avait coulé le Kursk. Sauf que le Kursk, il était prévu qu'il parte quelques semaines plus tard, quelques semaines, on va dire, en Méditerranée orientale, où il était déjà allé une fois. Et à ce moment-là, Arafat devait déclarer unilatéralement la création de l'État palestinien.
qui n'a jamais eu lieu. Arafat est mort, le Koursk a sombré. Je ne tire pas de conclusion hâtive. Tout le monde a eu son explication sur l'affaire du Koursk, mais j'avais trouvé personne n'avait fait le rapprochement avec cette incursion en Méditerranée orientale qui aurait dû être la seconde pour ce fleuron de la flotte sous-marine russe. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Il y a une bataille des mers. Et l'Ukraine, d'ailleurs, la question de l'Ukraine, dont vous souhaiterez, je crois, parler, est aussi une bataille des mers. C'est une bataille de la mer Noire, c'est une bataille de la mer Baltique, c'est une bataille de la mer de la Méditerranée orientale. La Crimée est rattachée à la Russie. Ah ben, tout est lié. Qui possède la Crimée, qui possède le port de Sébastopol, qui possède la mer Noire. Tient la mer Noire, voilà. Or, la politique américaine vise à l'interdiction russe dans la mer Noire, à la maîtrise. Alors, avant de parler de l'Ukraine, l'autre pays qui nous intéresse aujourd'hui, on va faire une petite interruption pour écouter la chronique hebdomadaire, la chronique régulière, on va dire, plus exactement, de Philippe Randa, chronique que l'on retrouve sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien Présent. Eh bien, on va rester quand même sur l'islam, mais l'islam, loin de ces pays-là, et chez nous, avec les violences conjugales à la mode de chez eux. L'affaire Valérie Bacot vient de défrayer la chronique judiciaire française. À peine condamnée et libérée à la barre pour avoir envoyé en un enfer mérité son tourmenteur, violeur, proxénète et alcoolique, elle se retrouve néanmoins vidée mentalement et physiquement par des années de violence et d'humiliation. Au moins est-elle en vie. Outre-Rhin, autre exemple de violence conjugale, mais sur fond de religion cette fois, avec une victime envoyée ad patresse, elle. Un Syrien de 32 ans, vous voyez, ça tombe bien, c'est la chronique sur la Syrie. Un Syrien de 32 ans a en effet définitivement réglé à coups de couteau les ardeurs extra-conjugales de celle qu'il avait épousée enfant, blessant au passage son amant. Une fois la colère passée, regrette-t-il son acte, comme c'est souvent le cas dans ce qui n'aurait pu être qu'un dramatique fait divers, comme tous ceux qui, hélas, jalonnent l'histoire de l'humanité? Que non. Au contraire, c'est avec fierté qu'il assume son geste, conscient avant même son passage à l'acte qu'il irait en prison pour cela, comme il l'avait confié à son frère. Un meurtrier parfaitement conscient de son acte, donc, et droit dans ses babouches pour avoir puni son épouse. C'est qu'il en avait parfaitement le droit, selon lui, et de revendiquer la charia se référant au Coran, 4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes parce qu'Allah a rendu les uns supérieurs aux autres et parce qu'ils dépensent leurs biens pour les entretenir. Les femmes bonnes sont obéissantes. Le tribunal de Baden-Baden l'a, certes, condamné à la prison à vie. Mais, nous rapporte le site lesobservateurs.ch, l'excellent site des observateurs, un site suisse, sans reconnaître la gravité particulière de la faute. Dans ce cas, une libération anticipée après 15 ans aurait été pratiquement impossible. Donc, puisque ça n'a pas été retenu, mesdames, vous êtes prévenues, tout comme les 72 vierges dont cet illuminé Satan sans doute a bénéficié au paradis d'Allah. Alors, cher Philippe, si vous me permettez, je vais me faire l'avocat du diable, mais je rappellerai encore que jusque dans les années 50, le crime passionnel n'était pas considéré comme bénin. Chez nous, quand on surprenait son épouse et qu'on la trucidait ainsi que son amant, ou elle seule, il y avait l'indulgence du jury. Donc nous n'en sommes plus là, Et alors, vous parliez on n'en sommes plus là, mais là, lui, il considère qu'il avait le droit. C'était pas simplement comme un mari. Il y a quand même un quiproquo. Oui. Ces gens viennent chez nous, ils comprennent pas que c'est pas la loi divine qui s'impose. Voilà. Enfin, encore que la loi divine, c'est-à-dire la loi naturelle, pourrait très bien être en accord avec la loi civile. Mais quand ça nous arrange, la loi est détachée de la morale, et si besoin en est, on rappelle la morale pour appliquer la loi ou pour l'interpréter. Alors, en ce qui concerne, juste un mot, c'est toujours l'avocat du diable qui parle de Madame Bacot. Il y a eu un précédent, cette femme qui avait tiré 2 coups de fusil dans le dos de son mari, qui la malmenait très gravement. Madame Sauvage. Madame Sauvage, oui, c'est ça. Si je me souviens bien. En Lorraine. Il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on est dans un pays où le divorce existe, où il y a une multitude d'associations qui aident les femmes en détresse,
que on disait dans le cas de Madame Bacot que son mari la prostituait, mais enfin il y a des lois contre le proxénétisme, fut-il familial. Ce genre d'affaires me laisse toujours perplexe et même un peu interrogatif. Bon, elle a liquidé son mari, sans doute le méritait-il. Enfin, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Je laisse le Très-Haut s'occuper de ces affaires. Mais on a l'impression que les femmes sont vraiment profondément, totalement victimes et ils sont absolument sans défense. Pas tout à fait sans défense. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas effectivement ce qui est à leur le divorce, portée les associations, les services sociaux, ça me paraît extraordinaire toujours. Alors c'est pas dans ces cas cités là comme Valérie Bacot, mais dans un autre cas précédent où je sais plus dans quelle ville de province là, le mari qui a été tué sa femme alors qu'il n'avait pas le droit de l'approcher. Tout elle avait signalé qu'il était sorti de prison. Oui, c'est hallucinant voilà. ça aussi. Et la police ne l'a pas protégé non plus. Elle avait fait jouer effectivement ce qui était à sa portée, à la portée de toutes les femmes pour être protégées, et visiblement personne n'a Il l'a poignardée, il l'a brûlée vive dans la rue. Donc brûlée vive dans la rue, alors qu'elle avait signalé que son mari revenait la harceler. Je vais vous poser une Comme question. quoi, effectivement, elles ne se servent pas toujours de ce qui est à leur disposition, mais parfois ce qui est à leur disposition ne sert à rien. Alors, Philippe et Roland, je vais vous poser une question très impolitiquement correcte. Ne croyez-vous pas que si on rétablissait de véritables peines, comme la peine capitale par exemple, ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes? Est-ce vraiment si politiquement incorrect? Par rapport au système, oui, mais par rapport au bon sens. Ça pourrait peut-être. Il faut toujours rappeler que lorsque les gens disent que lorsque l'application de la peine de mort était encore en vigueur dans notre pays, ça n'avait pas fait chuter les crimes et tout, mais la peine de mort était très peu appliquée en France. Oui, mais il y avait même le côté dissuasif. Même pas un par an. Mais il y avait aussi, il y avait surtout une graduation dans le risque aussi. Donc, effectivement, ça n'arrêtait pas les gens, mais elle n'était pas non plus appliquée dans la plupart des cas. Et je me rappelle toujours une réflexion que m'avait fait quelqu'un qu'on connaît tous les trois et que beaucoup de nos éditeurs connaissent, Nicolas Tandler, qui se posait la question sur l'abolition de la peine de mort. Il aurait voulu avoir les statistiques depuis l'abolition de la peine de mort. Combien il y a eu de criminels, de canailles, de gens tués par la police plutôt que arrêtés? Parce qu'il est probable. C'est une bonne question. Il se posait la question, il n'avait pas la réponse, il n'y a pas les statistiques. Mais il se posait la question de dire, effectivement, quand on est policier et qu'on sait qu'on a affaire avec une crapule qui va récidiver et tout, que si on l'arrête, il va être libéré dans l'immédiat ou un peu plus tard, et qui s'en prend à la police et qu'il est capable de tuer la police, peut-être que dans les opérations, il abatte la racaille. Oui, mais malheureusement, les policiers sont également tenus, ils sont pieds et poings liés. Les pauvres, ils encaissent. Oui, c'est eux que l'on tue aujourd'hui. Voilà. C'est eux que l'on tue aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a eu l'abolition de la peine de mort en 81, après 81, il aurait voulu, il posait une question, comme dirait Pascal. Imaginez, on voit pour le moindre truc, la moindre bavure, comme on dit, l'ampleur que ça prend. Regardez l'histoire Traoré, regardez, tout de suite ça prend. Qui est mort avec un genou sur le cou, Non, c'est l'autre. Non, Adana Traoré est mort avec un genou sur le cou, de la même façon. Ouais. Bon, ça prend tout de suite ça suscite des comités. Ça suscite pas une révolution, quoi. Alors, imaginez évidemment le policier qui est en face de lui un assassin ou un assassin potentiel, mais qui sera de toute façon libéré. Il regarde quand même à deux fois avant de le liquider, quand même, parce qu'il se dit, je vais avoir l'inspection des polices. Là, on parlait de la question de Jean-Michel Vernochet était sur l'application de la peine de mort. Pardonnez-moi pour cette digression. C'est une bonne question qui méritera certainement un jour ou l'autre de la Syrie. Je suis à votre disposition, messieurs, pour répondre à toutes vos questions. Donc, revenons à la Syrie, à l'Ukraine. Dans la Syrie, quand même, un mot. Donc, le régime de Bachar el-Assad reste quand même assez... sur la sellette tout de même, parce qu'il dirige certes, mais il n'a pratiquement aucun pouvoir, parce que ce sont les puissances extérieures qui dirigent les deux tiers. À l'intérieur, il a malgré tout une autorité, c'est un pouvoir qui est... Est-ce qu'il a une réelle popularité, ou est-ce que les gens se lassent, non pas forcément de ses manières, mais ils finissent pas par se dire, s'il n'y avait plus Bachar el-Assad, est-ce que ça irait pas mieux ?
Certains, c'est la tentation. Le Maïdan en Ukraine, on va faire des parallèles. La jeunesse partout croit qu'il suffit d'instaurer la démocratie et que les portes du paradis s'ouvrent. C'est le contraire, en général. Donc cette tentation, je crois que les jeunes Syriens, pour ce que j'en sais, n'en sont pas véritablement atteints, pour l'instant. Je vous dis, le grand facteur de fragilité, c'est la pénurie alimentaire, c'est le blocus, qui est une arme terrible. On affame les peuples, au fond. On fait le siège. Et alors, pourquoi les puissances continuent à impliquer ce blocus contre le régime ? Toujours les explications géopolitiques au sens large. S'ils veulent la peau du régime. On veut la peau du régime parce qu'il faut casser à tout prix l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Beyrouth, c'est le Hezbollah. Mais le Liban se porte mal. Encore plus mal. Mais regardez, c'est aussi la vision occidentale que l'on a des choses, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, tout de suite. Soi-disant que la démocratie va ouvrir toutes les portes. Bon, passons. Mais c'était ça aussi au début du conflit syrien. Rappelez-vous, à l'époque, où on ne pouvait pas parler du conflit sans parler d'une soi-disant opposition démocratique réfugiée à Londres et tout ça. Et en fait, un bureau qui représentait qu'une seule personne et sa secrétaire qui se faisait payer des fortunes pour intervenir sur toutes les chaînes de télé européennes pour baver tout le mal qu'il voulait sur le boucher Bachar. Sur le boucher le dit boucher de Damas. Bon, et en fait, on s'est rendu compte que c'était un type tout seul qui prenait ses désirs pour les réalités. Et finalement, plus personne ne l'entend aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et ça a toujours été le mythe on a toujours cru. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de l'Irak. Je me souviens toujours de cette réflexion d'une connerie d'Alain Madelin, quand les Américains, c'est lors de la première guerre ou la deuxième guerre d'Irak, je ne sais plus, où ils disaient rien que de voir les yeux des enfants lorsque les djihadistes rentreront dans leur ville, tout cela justifie toute l'intervention de la coalition occidentale. On a vu les résultats. Cher Roland, il faudrait comprendre que le monde réel, c'est pas la publicité, et c'est pas la communication, c'est pas la communication libérale. Les images en quadrichromie ou en polychromie que l'on voit. J'ai rencontré au moins 2 fois le Bachar el-Assad. La dernière fois de façon assez proche, il y a eu un dialogue. J'ai toujours trouvé un homme affable, attentif, qui n'apparaissait pas comme une brute, sachant que lui-même est l'otage d'un clan. La situation en Orient est très compliquée. Je pense qu'au départ, nous avons affaire à un conflit ou à une insurrection, alors qui a été très mal gérée, sans doute peut-être par les autorités, avec trop de brutalité, trop de ceci, qui a été exploité en face. Mais au départ, il y a quand même une faute de Bachar d'avoir fait une répression sur des... Mais il y avait des experts en communication de guerre, de crise, qui ont su merveilleusement exploiter et attiser. Comme dans le Maïdan, on revient toujours sur la place, il y avait des tireurs embusqués des deux côtés. Donc on tirait sur les manifestants et on tirait sur les policiers. Alors, je n'y étais pas, mais il n'est pas difficile d'imaginer que quand vous voulez embraser des foules, un peuple, vous y prenez comme ça. Bon, et puis après, on disait en 68, provocation, répression, c'est un cycle infernal. C'est déjà pendant la guerre, c'est ça. Les attentats FTP contre les Allemands, c'était uniquement pour susciter une répression. Et les Allemands sont tombés d'ailleurs. Le colonel Fabien qui trouve un officier allemand sur le quai du métro qui lui tire dans le dos. Et là, on en a fait un héros, ce colonel Fabien. C'est extraordinaire. Tiré dans le dos d'un homme qui attend le métro. Mais c'est un grand héros. Ça a été efficace parce que ça a déclenché chez les Allemands forcément le début de la répression. C'est un cercle. Jusque-là, il n'y avait pas tellement de répression. Les Français ne souffraient pas beaucoup des... On balance une grenade dans un café. Voilà. Et donc je pense qu'au départ, on a eu affaire quand même à une guerre, un conflit, on appelle ça une guerre intestine. C'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot de guerre civile, qui opposait quand même des communautés religieuses, pour ne pas dire des communautés ethniques. Majorité sunnite contre minorité alaouite.
les Alaouites étant les tenants du pouvoir. Alors on pourrait en dire long sur les Alaouites, qui étaient en fait les larbins du pouvoir jusque dans les années 50, et puis ils sont entrés dans l'armée, ils ont grimpé dans l'armée, ils ont fini par prendre le pouvoir. Et le clan Bachar, entre autres, le père. Mais puisqu'on parle du père, Hafez el-Assad, lui avait réglé le compte une fois pour toutes des frères musulmans à Hama. Alors, quand était-ce en 2009, je ne sais plus. Pardonnez-moi, mes flous mémoriels. Oui, je crois que c'était un petit peu avant plutôt. Hein, oui, un petit peu avant. Oui, parce que Bachar est arrivé au pouvoir, si oui, en 2002 ou 2001. Oui, non, bien sûr, je dis des âneries, mais comme ça, vous pourrez dire que je ne suis pas quelqu'un de sérieux, parce que je dis des âneries. Et il avait fait bombarder Hama, donc le problème a été réglé, il avait été réglé pour 20 ans. Alors on a dit qu'il y avait 2000 morts, bas mot, il y en a qui ont dit 10 000, il y en a qui ont dit 20 000. En tout cas, la répression avait été extrêmement dure. Ça avait cassé le mouvement. Les frères musulmans l'avaient fermé. Au fond, c'est ce qui a fait aussi un peu, mais à moindre bruit, c'est ce qu'a fait Mohamed le Sisi, le général al-Sisi, quand il a remplacé Morsi au pouvoir en Égypte. Là aussi, je dis, on ne voit pas ces pays sans des régimes forts, et même des régimes durs, le cas échéant. Le problème qu'il y a, on l'a dit maintes fois ici, mais le problème qu'il y a, c'est qu'en Occident ou en Europe, on a toujours l'impression qu'on veut exporter notre organisation des choses au monde entier. Non, chaque pays a son âme, chaque pays a sa réalité, chaque peuple a son âme, chaque pays a sa spécificité. Il a ses habitudes, ses mœurs. C'est stupide de vouloir implanter. Ces gens ne pensent pas comme nous. Ouais. Et tous ces jeux, tous les Bernard-Henri Lévy de la Terre. Il y a quand même une constante, c'est que souvent les conflits qu'il y a dans ces pays-là sont provoqués, vous l'avez expliqué, mais par des interventions extérieures. Et finalement, s'il n'y avait pas autant d'influence extérieure et d'enjeux extérieurs au pays, la Libye, il y aurait beaucoup moins de... on peut penser qu'en Syrie, ça se serait éteint. Il aurait fallu un Napoléon, mais Napoléon, c'est quelqu'un de très dur. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Lui, 1000, 2000 morts, ça ne lui faisait pas peur. C'est comme ça qu'il s'est hissé au premier plan lors de la Révolution. À l'époque, il n'y avait pas le pouvoir médiatique. Je crois que c'était l'église polonaise, non, c'était l'église Saint-Roch. Il y avait des royalistes, il en a liquidé au canon plus de 2000 d'un seul coup. Ça n'a choqué personne à l'époque. Et quand il a rembarqué en abandonnant son armée en Égypte, je croyais que c'était à Saint-Jean d'Acre, non, c'était juste après Haïfa. Il avait 2000 mamelouks qui étaient prisonniers, il les a fait exécuter à la baïonnette. C'était pas un tendre, mais il avait compris comment ça marchait. Si vous voulez savoir comment marche le pouvoir, vous allez voir un film de gangsters américains avec des mafieux. Tu lèves le petit doigt, bing. Et Napoléon, c'était ça. C'était ça. C'est pas dire c'était bien, c'était mal. C'est l'essence même du pouvoir. Le pouvoir est brutal. Le pouvoir, c'est la force. La loi, c'est la force. Et le pouvoir s'exerce de façon brutale pour le bien ou pour le mal. À savoir si on a un despote éclairé ou si on a un despote oriental. C'est White Fogel, c'est le despotisme oriental, c'est quelque chose d'assez affreux. Et alors, en Ukraine maintenant, puisqu'on en est passé là, qu'est-ce que l'avenir nous promet? Quelles sont les hypothèses? Parce que vous n'êtes pas devin, vous n'allez pas dire comment ça se passe, mais enfin, quelles sont les hypothèses les plus plausibles? Comme dans si on regarde le tellurisme... Parce que la Russie ne va pas rendre la Crimée, et la moitié de l'Ukraine qui veut se rattacher à la Russie ne va pas du jour au lendemain dire finalement on reste ukrainien avec les autres. Donc il y a quand même cette coupure. Alors vous savez, dans l'activité tellurique mondiale, planétaire, il y a ce qu'on appelle des points chauds. Les plaques tournent et puis de temps en temps, alors il y a des volcans qui meurent et d'autres qui naissent. L'Ukraine est un point chaud, c'est indéniable. Et là aussi, il faut regarder les choses du point de vue de Sirius, c'est-à-dire de très haut, et voir quels sont les grands enjeux géostratégiques qui s'attachent à cette crise ukrainienne. Alors il y en a une quantité, mais pour faire simple, d'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 29 juin, commence
les grandes manœuvres internationales Sea Breeze, brise de mer 2021, auquel participent plus de 30 nations. Il y a 5000 fantassins de marine, il y a une quarantaine de navires, autant de sous-marins. J'avais les chiffres, je les ai notés quand même pour vous faire plaisir. Gentil. 32 sous-marins, 40 aéronefs, c'est pas rien, et ça se déploie en mer Noire. Alors vous imaginez bien que les Russes observent ça très attentivement et que ça doit les piquer un petit peu. Ça doit leur donner de l'urticaire. Ce que veut, et ça s'inscrit dans un vaste mouvement, encore une fois, d'encerclement de la Russie continentale. Alors ça part, c'est ce qu'on appelle l'intermarium, je prononce à l'ancienne, intermarium, qui va de la Baltique, en passant par la mer Noire. On laisse la mer Caspienne de côté et ça va jusqu'à la Méditerranée orientale. La colonne vertébrale de ces manœuvres, c'est la 6e flotte, que le général gallois, dont le général gallois, en parlant, nous disait quand ils sont en Méditerranée, et d'ailleurs c'est la flotte qui occupe la Méditerranée, c'est le 2e groupe maritime de l'OTAN. L'OTAN, c'est un gros machin. Le 2e groupe maritime de l'OTAN, il disait, c'est leur mer. Les Romains disaient Mare Nostrum, notre mer, et les Gallois disaient Mare Vestrum, leur mer. C'est le cas. Alors, il voudrait bien faire, à mon avis, il voudrait interdire la Baltique à la Russie. Pour ça, il faut récupérer Sébastopol, il faut récupérer la Crimée. Mais là, ça risque la mer Noire. Vous avez dit la Baltique, vous vouliez dire la mer Noire. Oui. La Baltique, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Avec Saint-Pétersbourg. Ça sera la même chose. Là, il y aura du grabuge parce que la Russie, la Fédération de Russie, si tant est que Poutine ne voit pas ses positions politiques minées de l'intérieur, et il a fort à faire. Il y a un gang, j'allais dire un gang, non, il y a un parti pro-occidental, occidentaliste, qui est extrêmement puissant à Moscou. Contrairement à ce que l'on pense, Poutine n'est pas plus que ne l'était Saddam Hussein, enfin moins que Saddam Hussein n'a pas les mains libres. C'est un homme qui doit ménager des équilibres en permanence, qui a des moyens réduits. N'oublions pas que la Russie, qui est un géant du point de vue stratégique, du point de vue militaire, avec notamment maintenant ces missiles qui seront hyper véloces, donc qui dépasseront le mur du son de 5-6 fois jusqu'à 20 fois la vitesse du son, est un nain économique. C'est le PIB, le produit intérieur brut de la Russie, c'est moins que l'Italie. Mais oui, personne ne pense jamais à ça. C'est moins que l'Italie. Parce que c'est quand même un pays immense qui a des moyens, des richesses. C'est un pays qui a été totalement détruit après la chute du mur de Berlin. Totalement détruit. 70 ans de communisme, ça n'arrange jamais les choses. Et qui a été dépecé par les oligarques qui sont... La Russie a appartenu à ceux qui avaient des liquidités. Où y avait-il des liquidités ? Eh bien... c'est pas arrivé directement de Wall Street, mais par des mains, par les banques, par la Finlande, par la Suède, les fonds sont arrivés. Les mafias même locales, dans ces cas-là, ce sont toujours les mafias et qui ont de l'argent liquide. Demain matin, Cuba s'effondre, qui prend le pouvoir ? Les mafias, parce qu'ils ont de l'argent. Ils pourront tout racheter le jour où ça s'effondre. Donc, où en étions-nous ? Oui, le Maïdan, enfin, Sea Breeze, alors avec pour devise, c'est le renforcement de la dissuasion et de la défense, comme si la Russie menaçait qui que ce soit. Mais on nous le fait croire, et ça marche. Comme pour le Covid, ça marche très bien le Covid. Une maladie qui tue quasiment personne, autant qu'une grosse grippe, mais tout le monde a été tétanisé, paniqué, bovinisé. La grande peur. La grande peur. Et on croit que Poutine est un monstre. Moi, il y a 2-3 ans, j'étais allé à Moscou et on me dit comment, c'est pas dangereux ?
C'est pas dangereux. Moins dangereux que dans le 19e arrondissement. Certainement. J'ai trouvé Moscou une ville extrêmement propre. Je suis allé d'ailleurs en Sibérie aussi. J'ai trouvé des villes propres. Des routes. Alors je parle des routes principales. Je ne parle pas des chemins de terre. Mais les routes principales étaient très bien entretenues, en très bon ordre. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est les... Bon, tout à l'heure, on parlait des 70 ans de communisme. Et vous avez très justement, vous avez rappelé très justement après le pouvoir des oligarques, des mafieux en fait, sous Helsinki. En fait, c'est là où il y a eu la dissolution la plus complète après la chute du communisme. Ça a été la période Helsinki qui a été. Et la Russie était misérable. Et on oublie de dire que quand même Poutine a remis tout ça d'aplomb, même si on l'a accusé aussi beaucoup d'être collaboré avec les fameux oligarques. Alors pas avec tous les oligarques, il en a eu dans le collimateur, mais d'autres. Il y a eu un accord qui a été passé entre les fameux oligarques. C'est très simple. Vous vous occupez d'économie, on vous laisse les coudées franches et vous ne vous mêlez pas de politique. Et ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Oui. Mais ça fonctionnera jusque quand ? C'est ça le problème. Donc il y a eu une répartition des pouvoirs et ça a tenu. Encore une fois, si on regarde bien, depuis Richelieu, la politique et la diplomatie, c'est toujours la recherche d'équilibre. Tout à fait. D'équilibre entre Sauf différentes forces. Les oligarques n'enrichissent pas le pays, mais eux-mêmes. Chers amis. Oui. Chers amis, l'heure avance, il nous reste plus que quelques minutes. C'est bien dommage. C'est bien dommage, on pourrait continuer à discuter. Pas avec vous, ah bah nous non plus. Donc on se retrouvera. En quelques mots, Jean-Michel, vraiment en quelques mots, on a défini donc le fait que le conflit syrien, le conflit ukrainien, les liens entre les deux. Liés. Quelques mots pour conclure là-dessus. Quelques mots. Et après, on invitera les gens à lire vos livres. Il y a eu un incident qui a été nié par la Royal Navy, par l'amirauté britannique. Il y a un destroyer, c'est un destroyer qui s'appelle le Defender, qui a été rasé les côtes de la Crimée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un journaliste de la BBC. Et le journaliste de la BBC a démenti, en quelque sorte, la version officielle du Royaume-Uni. Le bateau a été survolé par différents avions russes. Il y a eu aussi, de la part d'éléments de bâtiments de guerre criméens, russes, enfin peu importe, des coups de semonce qui ont été tirés. Mais le journaliste nous révèle que ce bâtiment britannique avait armé. Les postes de combat étaient prêts. Donc on peut s'attendre à une provocation. Il avait peut-être pour mission de créer un incident, comme il y en avait eu autrefois avant la guerre du Vietnam, dans le fameux golfe du Tonkin. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez. Et donc la provocation n'a pas eu lieu. Les Russes sont des gens qui ont énormément de sang-froid, qui ne réagissent pas à chaud, qui laisse passer le temps et qui frappe au moment opportun. Alors, j'ai même vu le Global Times, qui est une grande revue intellectuelle chinoise, qui disait le Royaume-Uni mériterait une gifle, faisant référence à la gifle de M. Macron, dont nous n'avons pas parlé, hélas. Et la prochaine fois. Mais les provocations se suivent et malheureusement s'accentuent. Ces fameuses manœuvres qui viennent de démarrer, la Sea Breeze, sont une gigantesque provocation. On peut toujours craindre qu'à cette occasion, là aussi, un incident n'intervienne. Je ne dis pas que tout est fait, mais on peut dire que M. Biden joue avec le feu, et que les Occidentaux, les Européens à la suite, les Américains, jouent avec le feu. M. Biden, qui, vous le savez, avait des intérêts très prononcés, ainsi que son fils en Ukraine, financement de campagne bien et sûr, autres. Bien sûr. Donc, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, le pire peut être encore devant nous et nous allons suivre de ça très près. Cette émission était passionnante et j'espère que nous aurons l'occasion d'en refaire, Jean-Michel. Alors, ce que je vous propose, en attendant, c'est de lire les deux derniers, déjà le dernier ouvrage sorti, Retour de flamme en Syrie, donc de Jean-Michel Vernochet, aux éditions du Alpha. Pour la genèse du conflit. Voilà, pour le prix de 31 €. La genèse du conflit. Et alors, on va parler de chroniques ukrainiennes
de Jean-Michel Mélenchon, donc sur le pendant ukrainien, sera disponible courant juillet. Eh bien, regardez le site francefi.com et vous aurez toutes les informations sur ces deux livres. Je voudrais aussi en profiter pour vous reparler de ce livre que Synthèse Nationale avait sorti il y a maintenant 5 ans, aussi sur les débuts du conflit syrien, qui s'intitulait Pourquoi la Syrie bassiste plutôt que l'État islamique. Alors, il est toujours disponible, on peut le trouver sur le site synthèseédition.com et je vous invite évidemment à le lire. Et puis enfin, le dernier numéro de Synthèse Nationale qui est sorti il y a quelques jours, les turpitudes bobocratiques qui s'adressent évidemment, qui parle entre autres des affaires du Hamel, Tapi et autres, les arroseurs arrosés. Donc le numéro 57 de Synthèse Nationale, disponible aussi dans les bonnes librairies et sur le site www.synthèseédition.com. Je vous remercie et à une prochaine émission. Et moi, je vous remercie tous les deux, Roland et Philippe, et je dis au revoir à toutes et à tous. Bon été. Merci. Si on ne se revoit pas avant.